72e, 72e épisode des Technos avec deux informaticiens.be. Et nos informaticiens.be, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit de ce côté-ci de Sébastien. Salut Sébastien. Et puis également Marc de l'autre. Pourquoi nos informaticiens.be ? Parce que ce sont les tenanciers, les tauliers, en quelque sorte, du site informaticien.be. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair pour tout le monde si vous ne le saviez pas encore. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que Sébastien a eu quelques petits soucis de... voilà, ça tout saute. Ne te force pas. Ne force rien, s'il te plaît. Ça tout saute encore un petit peu de ce côté-là, alors que de ce côté-là, du côté de Marc, ça pète de santé. Moi, je croise les doigts, je touche du bois et tout, mais par contre, en dessous, c'est en train de déguster, donc voilà. D'accord. En dessous ? Tiens, c'est bien. Tout de suite. L'étage inférieur est malin. Le W. D'accord, ok. Le W, c'est à la fin, normalement. Le what the fuck, c'est... Voilà, ouais, d'accord. Non. Bon, pas de courrier des auditeurs cette semaine. C'est pas qu'on en a pas reçu. Il y a eu plein de gens qui nous ont dit merci, super, bravo, logiciel libre, ça suit, etc. Si on a eu quand même un message sur un ancien numéro 49, si je ne dis pas de bêtises, où nous avions parlé d'Apple. Forcément que souvent quand il y a des commentaires, c'est qu'on parle d'Apple. Et c'était une précédente keynote, si je ne m'abuse, que nous n'avions pas vraiment suivi, ou en tout cas de loin. Et ceci dit, de la vie générale, elle n'était pas vraiment intéressante, et donc on en avait dit le strict minimum pour ne pas non plus dire que du mal. Et donc ça n'a pas plu. Donc voilà, on est désolé de vous le dire. Nous ne sommes pas journalistes, nous avons juste des opinions tout à fait personnelles sur les sujets que nous développons ici. Par contre, les sujets sont vrais, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est les opinions qui sont personnelles. Je crois que c'était d'ailleurs toi qui avais foutu encore le brin. Oui. Je ne comprenais pas parce que je me dis c'est bizarre, on n'a pas parlé d'Apple il y a si longtemps dans les derniers podcasts. Oui, c'est ça. Il a fallu remonter plus loin, effectivement. Voilà. Ceci dit, notre auditeur qui suivait un petit peu ces informations, enfin, il a répondu, j'ai répondu, tout ça est tout à fait cordial. Bref, vous avez dialogué. Voilà, on a dialogué, on s'entend bien maintenant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, évidemment, mais tout le monde maintenant le sait et on le répète à chaque début de numéro. Ceci est comment on va dire, c'est une revue de presse, mais celle de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Sébastien et Marc, ça peut être d'autres demain, qui suivent l'actualité technologique toute la semaine et donnent un petit peu leur opinion et relayent ici des informations qui les ont séduites ou intéressées, voilà, de manière générale. Comme la première des informations qu'on va vous donner d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas suivi, ça concerne la lettre A, forcément, puisque on recommence notre abécédaire et on commence par la lettre A. A comme AFSCA. Alors, avant de mettre les choses un petit peu dans le contexte, je vais demander à Marc de nous rappeler ce qu'est l'AFSCA en Belgique et l'équivalent français peut-être. Alors, l'AFSCA, c'est chez nous, côté belge, l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire l'organisme fédéral qui s'occupe de s'assurer que tout se passe bien au niveau principalement de la préparation des aliments, de l'acheminement des aliments, du conditionnement des aliments, depuis l'abattage des bêtes jusqu'à l'arrivée du steak dans votre assiette, mais également de l'hygiène dans les restaurants, des conditions de travail, etc. La traçabilité la traçabilité des aliments, etc. Et du côté français, pour nos amis francophones qui nous regardent outre-Quiévrain, comme on dit, il s'agit de l'équivalent de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou AFSA. D'accord. Voilà. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Si on vous parle de cet organisme dans un podcast techno qui traite aussi de web et de start-up en l'occurrence, c'est parce qu'on est tombé tous un petit peu, en tout cas chez nous, sur une lettre ouverte d'un propriétaire, d'un patron de start-up qui justement lui propose et dans l'alimentaire et s'est vu opposer des problèmes justement avec cet organisme, l'AFSCA, Marc. Oui, en fait, alors je ne reviens pas, honte à moi, sur le nom de la start-up en question. C'est Menu Next Door. C'était un message voilà, de Nicolas Van Rimenen. Alors, qui est effectivement le fondateur ou le cofondateur de la société en question. D'accord. Alors, petit rappel, Menu Next Door, donc c'est une start-up qui a pour but de mettre en contact des personnes qui, chez elles, préparent des repas de manière totalement non professionnelle. C'est vraiment un boulot d'amateur, un boulot de passionné, quelqu'un qui a une passion pour la cuisine
cuisine et qui veut en faire profiter ses voisins ou les personnes qui habitent autour de lui, peut, contre une légère rémunération et à travers les informations qui sont gérées, un workflow qui est géré par le site Menu Next Door, et une application, mettre en relation les gens, les acheteurs et les vendeurs. Et alors, ces gens, à partir du moment où ils interviennent dans la chaîne alimentaire, puisqu'il y a des gens qui préparent des repas, se sont ramassés des contrôles de l'AFSCA qui ont été, faut le dire, assez intimidants, vu que les agents de l'AFSCA ont commencé à dégainer du pro-justiciat et du PV, vu que ces gens ont quand même un pouvoir judiciaire derrière. Ils sont très procéduriers. Hein, ça, ils sont extrêmement procéduriers, cela allant jusqu'à des interdictions de pratiquer au prétexte de ne pas avoir pu afficher dans la cuisine, je rappelle, cuisine de particuliers qui cuisine pour des particuliers. Donc n'avoir affiché dans sa cuisine, eh bien, par exemple, les règles et les horaires pour se laver les mains, de ne pas disposer de 40 planches à découper ou de 47 de couverts ou 47 de couteaux de cuisine, ne pas se laver, enfin voilà, des trucs qui sont totalement irréalistes dans un contexte privé. Oui. Et voilà. Et donc, c'est là que ça nous interpelle quelque part, et c'est pour ça qu'on en parle, Marc, il faut bien le dire, c'est que des règles à respecter, bon, il y en a dans tous les domaines, hein, soyons très très clairs, mais c'est de nouveau, et on avait déjà évoqué ça avec Uber, parce que là on est typiquement dans un cas d'uberisation, et ici on parle de bouffe, mais c'est un peu le même principe, où les réglementations n'avancent pas suffisamment vite, sont encore bloquées à un certain niveau, où c'est vrai que c'est important dans un restaurant ou dans une grande cuisine industrielle d'avoir des normes d'hygiène très strictes, etc., avec de l'affichage. Et ça, on n'en convient pas, mais à partir du moment où ce sont des particuliers, c'est un petit peu comme si on vous disait, si vous travaillez à domicile, il faut absolument un autocollant interdiction de fumer sur la porte du bureau que vous occupez à la maison. Ce serait complètement absurde. C'est un petit peu la même chose. C'est ce genre de choses qui énervent un petit peu. Alors bon, on va relativiser aussi. La lettre ouverte sert aussi un petit peu de support pour faire connaître la start-up. Hein. On s'en doute un petit peu, et c'est de bon compte quelque part. C'est de bonne guerre. Mais voilà, pourquoi on voulait en parler ici, parce que de nouveau on se retrouve devant une situation un peu ubuesque de contrôle et autres dans le cadre de finalement une évolution liée à la technologie. Sébastien avait peut-être un truc à rajouter sans qu'il s'étouffe. Non, tu vois, Sébastien, c'est l'autre, oui, c'est celui qui n'a pas de barbe aujourd'hui. C'est bizarre. Et maintenant, c'est facile. Il y a le barbu, il y a le pas barbu. Oui, c'est ça. Donc, non, en fait, tu l'as quasi bien expliqué, sur le fait de problème de législation. Et moi, c'est un peu ça qui m'a touché dans sa lettre ouverte, parce que pour le reste, je trouve l'idée extrêmement sympathique, et ça peut te permettre d'un lien social avec tes voisins, etc. Donc, l'idée est sympathique. J'adhère pas parce que j'ai pas le temps, pour plein d'autres choses, et peut-être qu'un jour je le ferai. Il y a plein d'autres startups dans la bouffe que j'ai trouvé intéressantes ces derniers temps, mais que ce soit sa startup, que ce soit la nôtre, que ce soit je pense plus, il y en a d'autres auxquelles j'avais pensé avant le podcast. On est pas mal de boîtes à s'être confrontées à un moment ou à un autre avec la législation en Belgique. Et, d'autres en France certainement aussi. D'autres en France, oui, de la même manière, mais on a ce problème en Belgique que la législation, elle reste complètement bloquée pendant des années, parce que au final, il n'y a pas de lobby sur ces sociétés, parce qu'on est des petites boîtes, on n'emploie que 2, 3, 4 personnes. Ici, Menu Next Door, si je ne me trompe pas, ils sont 2 personnes. Nous, on était 4 ou 5 quand on a eu quelques soucis à régler avec la législation. Et tu peux faire ce que tu veux, le gouvernement n'en a absolument rien à battre de ce que tu fais, même si tu es en train de faire une révolution, entre guillemets, parce que c'est pas toujours pour toi une révolution, même si t'es que 2 dans ta cave, t'as l'impression que c'est innovant en tout cas, c'est toujours innovant, et c'est pour ça un petit peu, enfin c'est ce que j'explique, je n'excuse pas, mais j'explique un peu le contexte aussi, c'est que toutes les startups, les vôtres et d'autres, sont dans l'innovation, que c'est lié sans doute à des législations existantes et qui régissent des entreprises existantes depuis pas mal de temps aussi, et que donc du coup les législations n'évoluent pas suffisamment vite, d'autant plus qu'il y a des lobbies existants qui sont déjà bien installés. Je pense là, il suffit de penser au taxi, par exemple, ou aux hôteliers qui ont des problèmes avec Airbnb, et qui essayent aussi effectivement pour le moment on en parlait cette semaine en Belgique en l'occurrence. Et donc oui, effectivement, il y a des
professions en place, il y a la même chose avec d'autres, les photographes et d'autres problématiques. Et les législations en Belgique et comme en France, et là on a vraiment le même genre de problème parce qu'on est dans la même situation, évoluent 100 fois plus rapidement sur tout ce qui est terrorisme, sécuritaire, etc. C'est exactement, je pense aux drones par exemple. Les drones, ça touche un peu à la sécurité, centrale nucléaire, machin, etc. Et là, du coup, on a très vite trouvé le moyen de sortir des lois et de légiférer dans la matière. Tandis que voilà, ici c'est positif, ça peut apporter de l'emploi ou pas, et là effectivement il faudra peut-être 10 ans pour que la législation soit adaptée à ce genre de projet. Et aujourd'hui elle n'est pas du tout adaptée à ce genre de projet. Et il peut se prendre un mur à cause de ça, hein, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est très triste, et pour base, comme disait Marc, moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Moi je vois des gens, j'habite un immeuble où il y a des gens qui se font livrer, parce qu'ils sont âgés, ils ne savent pas plus se déplacer pour aller chercher à manger, ils se font livrer de la nourriture tous les jours, alors que ça pourrait très bien être leur voisin qui leur faisait, et ce sera sans doute meilleur, je pense, surtout à l'odeur. Je pense. Mais s'ils nous écoutent, je sais pas, il y en a peut-être d'autres qui le font, mais moi j'aurais carrément trouvé ça plus sympathique, ou d'avoir l'option de pouvoir même aller manger chez le voisin, plutôt que de prendre le plat et me barrer de chez lui. Ouais. Parce que ça se fait, hein. Sauf que ça existe. Il y a une autre start-up qui le fait, je reviens pas sur le nom, mais il y a une start-up qui effectivement fait que le cuisinier vient bouffer. Tout ça, tu vas bouffer à la maison, chez le gars, soit le gars vient comme des startups plus professionnelles, mais truc privé. C'est comme traiteur à domicile, mais tu vas au domicile. Voilà. c'est un peu ça. Mais si je parle entre particuliers. Oui, bien sûr, aussi. Mais ça existe aussi. Mais effectivement, ça participe du même élan, entre guillemets, et c'est cet élan-là qu'il ne faudrait pas bloquer dans et étouffer, évidemment. Et ça, c'est clair que les lois, si elles évoluent pas plus vite, ou s'il n'y a pas des petites possibilités d'ouvrir des portes, ça risque de poser problème. Donc on est de tout cœur avec ces startups, toutes, pas uniquement celles-là, mais qu'elles soient en Belgique ou en France d'ailleurs, ou ailleurs, qui essayent de faire bouger les lignes, c'est toujours mieux comme ça. Je pense qu'on a fait le tour de cette question ASCA et autres, oui. Ok, d'accord. On peut rester à la lettre A quelques instants encore avec Amazon et la Kindle qui refait parler d'elle, si je ne m'abuse, Marc. Oui, alors c'est une toute petite info, vraiment minuscule. Ça concerne la dernière génération de liseuses Amazon, la Kindle Voyage, qui est maintenant enfin... Voilà, qui est enfin... Va comater, toi. Qui est enfin totalement disponible en France et donc en Belgique aussi via le site d'Amazon. Alors on rappelle la Kindle Voyage, donc la dernière née, le modèle le plus évolué, le plus pratique, le plus léger, le plus tout, il fait le café, il fait tout. On avait fait un test, si vous vous rappelez, il y a vachement longtemps, parce qu'on avait eu la chance de l'avoir en import US. Mais donc, elle est en vente, elle est alors, c'est là que ça fâche un peu, parce qu'ils n'ont pas forcément fait la translation entre les prix américains et les prix européens. On est resté sur le truc habituel, c'est-à-dire $1, €1 plus les taxes. Oui. Donc, elle revient à 190 € en version Wi-Fi et 250 € en version Wi-Fi plus 3G. C'est le prix d'une tablette Amazon, Android, quoi. Ouais. Je rappelle quand même alors que avec ce genre d'appareil, le confort de lecture est infiniment plus agréable que sur une tablette avec un écran LCD ou même un écran OLED. Par contre, je rappelle aussi que sur ce genre d'appareil, à moins d'être habitué à lire au fin fond de l'Ouzbékistan, la 3G va pas vous servir à grand chose, surtout qu'elle n'est utilisable que pour aller sur le store Amazon ou éventuellement faire une synchro avec des e-books que vous seriez envoyé vous-même. Oui. Voilà, c'est tout. D'accord. Ça, c'est toujours bien de le préciser, mais c'est quelque chose d'assez réputé. Hein. Enfin, ceci dit, il y a des gens qui ne vivent que dans Amazon. Hein. Niveau bouquin. Oui, bien sûr. On rappelle aussi, la Kindle reste, à mon sens, la meilleure liseuse sur le marché, mais vous veillerez à vous équiper d'un soft comme Calibre pour la gérer. C'est de l'open source, on en a parlé. Ouais. Franchement, voilà. Calibre plus Kindle, c'est le... Voilà. Et ça fonctionne très bien. Et vous pouvez lui faire bouffer tout ce que vous voulez à ce moment-là, de l'e-pub, du mobile, enfin tout. Voilà. Et la bouffe du voisin aussi. Et la bouffe du voisin, bienvenue next door. Sébastien, tu voulais rajouter un truc ou juste signaler qu'on avait déjà parlé dans les hors-séries logiciels libres? Voilà, merci. C'est fait. Moi, j'essaye de l'épargner un peu, tu vois, c'est pour éviter qu'il ne s'essouffle trop. Oui, parce que moi, j'en ai besoin de main, moi. En plus. Alors, si en plus il se met à chanter, on est mal barré. On reste encore à la lettre A comme assistant. Pour le coup, on va vous parler de son avec SoundHound. Je vais y arriver. SoundHound. Ouais, Hound. SoundHound, qui veut remplacer à la fois Siri et Google Now, Marc.
Ouais, SoundHound était déjà connu pour proposer une application qui s'appelle SoundHound, on reste dans leur originalité, qui se posait en fait en concurrent de Shazam, c'est-à-dire l'application qui permet de faire de la reconnaissance de phrases musicales. Vous approchez votre smartphone d'un baffle qui diffuse une musique et le truc vous dit ce que c'est, par qui c'est chanté, où l'acheter, etc. Et donc, la boîte avait déjà acquis une certaine expérience en matière de reconnaissance sonore. Elle est allée ici un peu plus loin et elle propose une application qui s'appelle tout simplement Hound, qui est pour l'instant en bêta fermée. On a pu avoir accès à l'app, on a pu avoir accès à la bêta, on a pu tester la chose. Et donc, en fait, l'application va se présenter comme un assistant vocal qui se pose en concurrent direct de Siri sur iOS ou de Google Now sur Android. La grosse différence au niveau technologique, disons-le directement, entre les trois, c'est que tant du côté Siri que du côté Google Now, le système repose sur de l'échantillonnage uploadé sur des serveurs des firmes où il y a des routines qui, voilà, c'est de la reconnaissance de texte, de la reconnaissance contextuelle, et puis les résultats sont renvoyés. Ça a l'air très magique comme ça sur le moment, mais en fait, voilà, c'est assez simple comme technologie. Simple, évidemment. Là où Hound va plus loin, c'est qu'ils vont permettre de retenir des contextes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment avoir une conversation avec son assistant, dans le sens où on va pouvoir initier un sujet, et puis partir sur le sujet en demandant à l'assistant de rajouter telle ou telle chose. L'exemple que moi j'ai personnellement testé, c'est, alors le truc étant pour l'instant totalement limité au territoire américain ou canadien, ça va pas plus loin, c'est de demander à la bestiole de me trouver un hôtel à New York. Et puis, à partir de là, sans reparler d'hôtel, je dis simplement, OK, mais trouve-moi ceux qui sont dans tel coin. Oui. OK, puis tu me bloques ceux avec un Wi-Fi gratuit. Et tu me bloques ceux où il y a un restaurant italien. Donc tu peux rajouter des conditions à chaque étape. Et tout ça en restant en contexte. Et puis on continue comme ça, et puis on part sur autre chose, et puis on revient sur le sujet précédent, et le système garde ça en mémoire. C'est assez impressionnant de voir qu'on peut vraiment avoir une conversation structurée avec lui. Ouais. Alors, l'autre avantage, c'est que donc SoundHound a bénéficié de son expérience dans le traitement sonore pour proposer un truc qui est beaucoup plus rapide. Ici, il y a vraiment une fraction de seconde entre le moment où on a terminé de parler et où le résultat arrive. Et alors, le genre de questions que l'on peut poser, 9 fois sur 10, j'ai vérifié sur Siri, ça dépend, ça arrive sur « je n'ai pas compris le sens de votre question ». Donc voilà. Et sur Android, alors lui ne met pas d'erreur, mais se contente de rebalancer sur la page Google avec une liste de résultats. Ouais. Est-ce que en t'écoutant et en écoutant le fonctionnement de l'objet, je me suis demandé à un moment donné si à une époque Google fonctionnait pas un petit peu comme ça au début de Google, quand on faisait une recherche où les résultats étaient influencés par les recherches qu'on avait fait précédemment dans la même session. Et je peux dire une bêtise, mais il me semble qu'il y avait un algorithme qui ressemblait un petit peu à ça. Mais évidemment, bon, je suis un peu fatigué et peut-être que... Ça me dit rien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai peut-être rêvé aussi, c'est pas arrivé. Oui. Mais en tout cas, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, c'est à suivre. Donc... Pour l'instant, je rappelle, c'est en bêta fermée. Même s'il y a moyen d'avoir une clé pour la bêta, ça se fait assez rapidement. N'oubliez pas que pour l'instant, c'est uniquement limité à l'Amérique et au Canada. J'ai essayé de chercher un... J'ai toujours le mec qui n'a pas de voix qui veut chanter, c'est quand même exactement. J'ai essayé de chercher un restaurant italien autour de chez moi pour lui demander quels étaient les films à l'affiche à Kinépolis. Il m'a gentiment envoyé balader. Ah oui, voilà. C'est un truc, évidemment, pour l'instant, ça ne marche qu'en anglais. D'accord. Mais ça reste à suivre, parce qu'en plus, ça prend vraiment la place sur Android de l'assistant de base, et ça s'intègre assez bien, je veux dire. Ça compléterait à merveille Google Now, effectivement. Par exemple. On reste chez toi, Marc, pour parler et passer à la lettre E et parler de e-commerce. On va parler d'Open Bazaar. Ouais. Alors Open Bazaar, c'est un truc sur lequel je suis tombé cette semaine un peu par hasard. Voilà, comme ça rime. Ça n'a pas vraiment de particularité en tant que logiciel e-commerce. C'est un logiciel e-commerce comme il en existe des tonnes. C'est une plateforme e-commerce web. Voilà, tout à fait traditionnelle. À un petit détail près, c'est que elle est basée sur une technologie qui commence à être de plus en plus utilisée ailleurs que dans le système bancaire, qui est la technologie des bitcoins, autrement dit la technologie des blockchains. C'est-à-dire que la structure de base de ce e-commerce repose sur un truc totalement décentralisé, à l'image de la structure des bitcoins.
où en fait chaque nœud, chaque utilisateur d'un site e-commerce va se poser comme un relais de tous les autres, avec un maillage qui fait qu'il est impossible de tuer le site. C'est un petit peu comme le système de vidéo partagée dont tu nous avais déjà parlé il y a quelques semaines. Exactement. Ouais. Et exactement aussi comme un autre système, alors de nouveau, excusez la mémoire qui n'est plus ce qu'elle était, un système de choses, de sites web, de pages perso, qui repose exactement sur le même principe et où toutes les données sont resynchronisées de nœud en nœud, de maillage en maillage, de telle manière que chaque personne, en fait, conserve l'intégralité des signatures qui permettent de passer de nœud en nœud. Et donc, encore une fois, c'est une plateforme qui est impossible à mettre par terre, parce que à partir du moment où on tue un nœud, il y en a 300 autres qui sont prêts à reprendre le relais. Donc, et en fait, quelque part, le truc fonctionne de manière très simple, c'est que chaque hôte permet, en échange d'une petite puissance de calcul qui alimente l'infrastructure, de diffuser toutes les annonces. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'avoir une plateforme e-commerce où chaque personne va avoir son propre petit site e-commerce. Non, il s'agit vraiment d'une plateforme, on va dire, comme Amazon, commune, mais où toutes les annonces de vente et d'achat sont relayés de nœud en nœud, etc. D'accord. Ben voilà, c'est encore un système. Enfin, moi, j'ai du mal, je comprends le principe, mais dans quel cas ce système peut avoir vraiment une importance capitale, pour vraiment avoir une hyperconnectivité ou... Alors, l'hyperconnectivité en est une. L'autre, ben voilà, c'est qu'ici, on a encore... alors évidemment, les premiers à avoir utilisé la chose, on s'en doute... La drogue sont ceux qui ont plus l'habitude de passer par Tor et des trucs comme ça pour aller faire leurs petits achats. Donc voilà, tout ce qui tourne autour de la drogue, des faux médicaments, des faux passeports, des armes, des trucs même encore moins avouables. Effectivement, eux vont trouver là-dedans matière à utilisation, et largement. Maintenant, c'est clair qu'il peut y avoir de nouveau certaines utilisations plus légales, plus honnêtes, mais force est de constater qu'au-delà de l'apparition de cet outil pour l'utilisation du e-commerce en tant que tel, on commence à avoir de plus en plus d'initiatives qui se basent sur cette technologie décentralisée et incensurable quelque part pour réinventer des outils qui étaient traditionnels. Oui. Dans le sens classique du terme, c'est-à-dire un e-commerce, un forum, etc. Il y a déjà effectivement aujourd'hui des solutions de forums qui se basent sur la même technologie. D'accord. Et ça, effectivement, dans les pays où, hélas encore aujourd'hui, la censure fait des ravages, ce sont des choses tout à fait appréciables, parce qu'il est impossible de mettre ce truc par terre. Donc en gros, ça pourrait être le système d'hébergement de demain, quelque part. Ça pourrait être un système d'hébergement assez intéressant, mais alors il faut savoir que l'approche n'est pas aussi simple que l'approche traditionnelle, et aujourd'hui demande encore une certaine connaissance, une certaine affinité avec l'approche technologique. C'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est pas juste un serveur FTP, déposer ses trucs et partir. Voilà, exactement. C'est un peu plus compliqué que ça. Même si il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour démocratiser l'approche. En tout cas, c'est intéressant à suivre. Et ça reste quand même pour vendre que de la drogue. Principalement, oui, d'accord. Il pense qu'à ça. Principalement. Mais il faut dire que dans son état, ça pourrait lui servir. Voilà. Comme il est. Non, mais enfin, c'est vrai que souvent, enfin voilà, c'est ça. Voilà. Souvent. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? On passe à la lettre F et retour vers non pas le futur, mais si en même temps vers Sébastien pour parler de cette fameuse chose, cette chaussure. Cette chaussure, c'est Nike et donc effectivement, elle est presque en vente. Ce sera pour l'été, mais là, elle était annoncée officiellement par Nike. On a les photos, on a les vidéos, on a tout ce qu'il faut, et donc c'est la chaussure qui est donc sur base de ce que on a tous vu dans Retour vers le futur, qui permet de lasser ces lacets automatiquement. Ça se referme tout seul. Ouais. Alors, c'est pas juste une chaussure. Ici, effectivement, c'est une techno qui s'appelle... J'adore, c'est pour des pompes, hein, mais c'est HyperAdapt 1.0. et donc, c'est une série sur laquelle ils vont pouvoir créer je ne sais combien de pompes. Donc, c'est pas juste une chaussure pour s'amuser. Ça semble être quelque chose dans lequel Nike va mettre pas mal de pognon pour mettre ça sur
sur ces modèles. Il n'y a pas d'infos sur comment ça se charge, comment machin. Je suppose qu'au moins tu ne dois pas le brancher de temps en temps à l'USB pour les refermer, sinon tu as l'air d'un couillon. Mais voilà, ça devrait être dispo pour fin d'année, donc fin 2016, en 3 couleurs. Et le prix, aucune idée, mais ça ne sera disponible que pour certains membres privilégiés. Donc, on va espérer avoir ça dans votre grande surface cette année-ci, peut-être l'année prochaine. Moi, je trouve ça, c'est rigolo parce que c'est lié de nouveau à tout ce côté fantaisiste. On a déjà parlé ici des essais d'overboard et autres, liés à l'imagerie qu'on se fait du futur, ou en tout cas celle qu'on se faisait dans le passé par rapport au futur, lié donc au film Retour vers le futur. Ceci étant dit, je trouverais ça beaucoup plus malin et beaucoup plus utile à tout le monde si on faisait ça pour des gens qui ont des problèmes pour se baisser, par exemple. Les personnes âgées. Mais tu fais ça aujourd'hui pour les sportifs parce qu'ils ont peur de se casser la gueule parce que leur lacet se défait. Mais dans 5 ans, tu pourras avoir ça sur un modèle, on l'espère, un peu plus accessible à monsieur tout le monde. Pour, effectivement, quand... Et là, ça pourrait vraiment rendre des services, quoi. Oui, maintenant, c'est pas parce que tu sais pas faire tes lacets que tu sais mettre tes pieds dans tes godasses. Il faut encore réussir à mettre tes pieds dedans. Oui, enfin, ça c'est encore autre chose. Et puis, il faut voir si la législation ne va pas rester derrière, qu'on va pas avoir un lobby des laceurs de chaussures qui va nous tomber sur la gueule. Les fabricants de lacets, et en particulier ceux qui font les petits trucs en plastique qui empêchent les lacets de s'effilocher. Eux vont pas être contents. Non, voilà. Pour une fois. Enfin, voilà, c'est une innovation, une fois de plus, mais bon, c'est plus rigolo qu'autre chose. Dans un premier temps, ça pourrait avoir son utilité à terme, comme on a l'habitude d'essayer de l'imaginer, en tout cas. On aura tout ça l'année prochaine. Hein. Par exemple, oui. Et la veste qui sèche toute seule aussi. On n'a jamais parlé de celle-là. Hein. Non, par contre, attention, ça, j'avais vu un projet sur Kickstarter qui était... Alors, c'était la veste, les gants, et je pense qu'il y avait le bonnet aussi. Oui. Et le tout était connecté électriquement et chauffé. D'accord. Donc ça ne te permettait pas de... Si t'étais tombé dans la flotte, tant pis pour toi, mais par contre ça te permettait d'avoir chaud en hiver. Mourir électrocuté. Le problème c'est la rallonge dans ce cas-là, mais... La rallonge. Non, c'était franchement bien fait. La manière dont tu connectais tes gants à ta veste et t'avais une petite batterie qui n'était pas extrêmement lourde, ça avait l'air assez sympathique. Mais je me suis dit qu'en Belgique il fait pas si froid que ça. Bon non, finalement. Sinon, c'est très rare qu'on attrape une maladie à cause du froid. Pour pas être mouillé, vous savez qu'il existe des revêtements hydrophobes qui sont très efficaces et qui laissent pas rentrer une goutte. Hein. Ouais, effectivement. Ça aussi. En plus, elle brille dans le noir maintenant. Ah, chouette. J'ai tendance à les perdre. Il faudra celles qui se mettent toutes seules. Et ça, ce sera pour Nike ou pour Manix l'année prochaine. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre G. G comme gaming. Et on va repasser la parole à Marc pour parler de Utomic. C'est quoi Utomic, Marc ? Utomic, c'est une startup qui vient de débarquer aux États-Unis avec un service de streaming de jeux. Donc, grosso modo, ce qu'on trouve déjà sur PlayStation avec le PlayStation Now ou sur la Shield. Seb et moi adorons avec le... Comment s'appelle encore ce truc GeForce Now, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, ici, le truc veut se positionner en concurrent, pas en concurrent, veut se positionner comme le Netflix du jeu. C'est-à-dire que contre un abonnement assez modique, $10 par mois, $6 pour l'instant durant la bêta. Il faudra que je vois si ce truc est accessible en Belgique pour que je puisse tester la chose. Ils ont développé une technologie propriétaire qui, comme sur Netflix, permet de commencer à streamer dès que le truc permet de jouer à un film ou une émission ou une série dès qu'il commence à streamer, ce qu'on fait aussi sans Netflix avec les torrents par exemple. Mais ici, ils ont cette technologie qui permet de jouer à un jeu très rapidement. Donc, imaginons un très gros jeu qui généralement ça pèse quelques gigas. Là, voilà, il suffit de télécharger quelques dizaines de mégas pour que les premières étapes du jeu soient utilisables. Alors, encore une fois, donc pour l'instant, c'est toujours une bêta, mais il est marrant de voir que même dans ce domaine-là, le domaine du jeu, il y a également une initiative toute une série d'initiatives qui sont en train d'être prises pour, passer à un modèle forfaitaire. C'est du tout en un, on paye une fois et on a tout. Ouais. Alors, il faudra voir évidemment ce que ça va donner au niveau de l'offre de jeu, parce que fournir la technologie, c'est pas tout. Il faut après aller s'attaquer à des mastodontes comme Steam ou comme Origin, qui eux possèdent aujourd'hui à peu près 80% du marché du jeu online. Avec les stores, etc. Même si pour l'instant Steam, ils sont en train de se ramasser quelques petits problèmes avec des vols de clés et tout.
Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et moi, ça m'a frappé parce que $10 pour pouvoir jouer à... Alors, tous les jeux que je veux. Il faudra encore une fois aller voir leur catalogue. Mais voilà, je trouve le concept assez sympa, même si je m'attends un peu à ce que, comme Netflix, il y ait beaucoup de fonds de casserole et pas trop de nouveautés. Ou alors les nouveautés, c'est au compte-gouttes. Ce serait plutôt du back catalogue, comme on dit, des choses déjà éprouvées, des anciens numéros. Voilà, mais on va pas le jurer sans avoir vu. Non, bien sûr. Ceci étant dit, puisque tu en parles, moi j'étais tombé sur une news qui concerne Twitch, donc le système de streaming de jeux vidéo, enfin de présentation en direct. Streaming de flux vidéo, oui. Voilà, c'est ça, qui justement à l'occasion de la Game Developers Conference a lancé un label qui s'appelle Stream First, parce qu'il voudrait que tous les jeux soient streamables à terme pour, ça les arrange bien eux, évidemment, mais pour aller dans le sens de l'évolution, c'est-à-dire justement, comme tu le disais, hein, quelque part la dématérialisation de jeux vidéo qui puisse être accessible sur toutes les plateformes, etc., et en particulier sur la leur. Donc il y a tout un article sur Next Impact que vous pouvez retrouver facilement concernant cette technologie et ce label de Twitch. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment la tendance lourde, on va dire, du moment, hein, le streaming en jeux vidéo, Marc. Ouais, absolument. C'est quelque chose qui fait vraiment une arrivée massive. Et d'ailleurs, il suffit de voir le succès que rencontre pour l'instant GeForce Now sur la Shield. Ouais. C'est assez bluffant comme truc. Ouais. Alors, même si il faut quand même bénéficier d'une connexion assez costaud pour en bénéficier, voilà, pour en profiter dans les meilleures conditions, mais sinon, voilà, c'est pas mal. Et puis eux, surtout, ont quand même réussi à faire en sorte que le catalogue de jeux soit assez alléchant. Ouais. D'autant plus que les moteurs 3D, de rendu 3D des jeux vidéo évoluent eux aussi, donc c'est un petit peu une course des deux côtés, quoi. Ouais, mais il faut quand même faire une petite distinction entre justement GeForce Now et PlayStation Now, qui sont, comme tu dis, des services de streaming dans le sens où tout le rendu est effectué en remote sur des machines. Sur la machine, oui. Et ce n'est que le flux vidéo résultant qui est envoyé sur ton client. Ouais. Ici, avec Utomic, ce sera différent. C'est-à-dire, le jeu va s'exécuter localement. D'accord, ok. Mais les données de jeu sont encodées dans un format propriétaire qui permet d'assurer le streaming et donc de jouer rapidement et faire en sorte que, voilà, le moteur de jeu puisse se satisfaire d'un débit progressif. C'est là qu'un appareil du genre de la Shield de Nvidia peut avoir tout son intérêt, par exemple. Absolument, parce qu'elle offre déjà une puissance de calcul assez redoutable. Ou le nouveau NUC d'Intel, j'y pense maintenant, ils ont fait une annonce il n'y a pas tellement longtemps, le Skull, je pense, ça s'appelle, et c'est un nouveau NUC un petit peu performant, destiné aux gamers. On piochera un petit peu cette information-là, je ne l'ai plus en tête, mais ça peut avoir un intérêt d'ici quelques jours ou quelques semaines, on essaiera de vous en reparler si vous voulez bien. Ça fait beaucoup d'informations là sur le coup, hein, sur cette histoire de streaming de jeux vidéo. Voilà. On va repasser la parole à Sébastien, hein, parce qu'on on a testé il y a quelques instants. Ah non, pas encore. On va le laisser se reposer encore un peu. Non, mais de toute façon, je suis bien là. Voilà, il est bien. J'écoute. Donc on va d'abord passer à la lettre. On était à G comme Gaming, on va passer à G comme Google. Je vais y arriver. Et on va repasser la parole à Marc pour parler de Google Docs, qui exporte maintenant au format EPUB. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à en dire. Voilà. C'est que, voilà, aujourd'hui, voilà, tu peux repasser la parole. Donc, grosso modo, donc voilà, il y a une nouvelle option qui apparaît dans le menu fichier exporté téléchargé au format de Google Docs. Ouais. Vous avez maintenant, en plus de format Word, Open Document, etc., vous avez la possibilité de télécharger vos documents au format EPUB et donc directement utilisable sur des liseuses, etc. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un traitement de texte propose ça. Oui. Je trouvais ça sympa. Ça va changer ma vie. Non, mais c'est sans rire. Par exemple, quand vous, justement, vous développez des applications chez vous pour avoir, par exemple, le mode d'emploi d'une application pour le lire facilement, le sortir dans ce format-là, c'est pas totalement. Non, c'est pas totalement idiot. Pas totalement idiot. Libre pour le convertir. Oui, enfin, après, tu peux avoir d'autres outils à portée de main, mais ici, c'est déjà un bon point. Je pense que c'est pas totalement inutile. Non, ça s'adresse à une audience assez particulière, qui est celle de l'édition, mais ça peut avoir d'autres utilisations, bien sûr. Effectivement. Tiens, Seb, on va te repasser la parole pour le coup. Là, il est chaud, là, c'est bon, on va pouvoir lui repasser la parole pour parler encore de Google, qui essaye de s'imposer, qui essaye d'imposer sa loi sur le
publie reportage. Et ça va pas être facile. Non, et c'est pas bien. Non. C'est pas bien. Alors, ils ont publié un post cette semaine sur leur blog. Si, ils ont un blog. Oui. Ils en ont plusieurs, d'ailleurs. Oui, ils en ont plein. Mais ici, c'est sur l'indexation globale. Donc, c'est sur Google dans son ensemble et sur les règles que les gens doivent suivre pour que Google soit gentil avec eux. Et c'est vraiment là que ça joue toute son importance. C'est parce que c'est pas une loi, tu fais ce que tu veux. C'est juste, si tu veux que Google soit gentil avec toi, tu respectes les lois que eux ont dictées. Et ils ont dicté dans leurs nouvelles lois que, si effectivement tu es un blogueur et que tu reçois des articles gracieusement pour pouvoir les tester, eh bien, tous les liens que tu crées doivent être des nofollow. Alors, des nofollow, c'est-à-dire que tu dois spécifier au moteur de recherche, dans le lien que tu crées, que le site vers lequel tu pointes ne doit pas être considéré comme un lien, organique, et qu'il ne doit pas gagner en crédibilité grâce à ça. D'accord. Donc, pour prendre un exemple, on va faire, nous, un test sur une nouvelle smartwatch. On la reçoit gracieusement du fournisseur qui dit « Tu peux la garder, je m'en fous, j'en ai 200 dans mon coffre. » Eh bien, le lien qu'on crée, selon Google, doit être un lien avec un nofollow et on doit faire absolument mention dans l'article que, attention, ce produit a été offert gracieusement par la marque. Donc, ils estiment que tout blogueur doit non seulement effectivement faire attention aux liens qu'il crée. Pour certains, ils ne savent même pas ce que c'est le nofollow, mais voilà, Google a dit que. Ils doivent donner effectivement l'explication sur leur blog que c'est un article promotionnel. Et puis, Google termine en disant il faut créer du contenu unique, blablabla, et il faut être gentil et bien avec tout le monde, c'est comme ça que vous allez avoir des visiteurs. Alors, moi, je reçois ça, et ça fait partie des blogs que je suis, et je veux dire que rien qu'en lisant le titre et le début, je me dis mais en quoi Google a le droit de faire la loi sur ce qu'on a envie de publier? C'est absolument hallucinant la manière dont il se déroge le droit de dicter ce que doit être le web et ce que doit être des publications. Alors c'est sûr qu'effectivement après il y a tout un problème d'éthique, de journaliste, de tout ce que tu veux sur tu as reçu un produit, tu as reçu une rémunération de la part de cette marque, ça doit être mentionné, notifié, mais c'est absolument pas à Google d'éditer ce genre de règles, c'est pas leur job, ils sont là pour faire du référencement et à eux de créer leurs algorithmes pour savoir que en une semaine, il y a 200 articles qui viennent de se créer sur le nouveau téléphone de telle marque et que peut-être qu'il y a quelque chose de louche là-dedans et que c'est à eux de voir ce qu'il en est. Je suis d'accord. Je vais sans doute, je vais dire tout et son contraire en une seule phrase, si tu permets. C'est que je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pas à eux de le faire, mais en même temps, si eux ne le font pas, qui va le faire? Parce que quelque part, qu'une grosse boîte comme Google, qui a pignon sur rue, rappelle ces règles élémentaires quelque part, parce que tout le monde n'est pas supposé les connaître ou en tout cas les envisager, parce qu'on peut ne pas être journaliste, mais respecter une certaine déontologie. Ça, il faut le rappeler aussi. En tant que blogueur, et je pense aux blogueuses mode par exemple, ou maquillage, et enfin tout ce qui s'ensuit, même nous, au niveau technologique, on se doit d'être clair dans le fait que quand on vous parle de quelque chose, c'est soit une information et une autre opinion, soit l'opinion d'un fabricant et une opinion plutôt orientée parce qu'on a reçu des sous pour en parler. C'est des choses qu'il faut de temps en temps le rappeler aux gens. Alors, est-ce que c'est à Google de le rappeler? Je ne sais pas. Comme toi, je pense que non, peut-être pas. Mais en même temps, si eux ne le font pas, qui va le faire? Voilà. La question est là. C'est pour ça que je te dis, j'ai prévenu. C'était tout et son contraire. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout leur job. Ils sont là pour faire du référencement et à eux de faire leur meilleur référencement et de faire leur boulot pour qu'effectivement ce genre de lien, s'ils considèrent qu'il y a un problème, n'apporte pas de bénéfice au site vers lequel on envoie. Après. On fait pas partie des mêmes milieux et pour moi si un blogueur qui s'amuse le soir reçoit des produits et a envie d'écrire parce que c'est son passe-temps et qu'il s'en fout et qu'il en tire pas un bal à part le fait d'avoir gagné un produit et qu'il trouve le truc sympa, je trouve pas que on ait
Enfin, je trouve pas ça sympa de la part de Google d'avoir une épée de Damoclès en disant tu dois le faire, sinon effectivement nous peut-être, parce qu'il n'y a pas de sanctions prévues, hein, mais peut-être que nous on va d'une manière ou d'une autre sanctionner ton site. Je trouve que ça va un petit peu trop loin de leur part. Après, c'est aux auditeurs de se faire leur avis. Ouais, et s'ils voient qu'effectivement, tu dis toujours que du bien d'une marque ou que tu dis exactement la même chose que les deux sont à côté, voilà, les auditeurs font leur choix en conséquence. Je pense que oui, enfin, les auditeurs font leur choix, mais si tout le monde va dans le même sens, à un moment donné, tu n'as plus de choix. Donc, tu sais plus croiser l'information. C'est pour ça qu'on essaye, nous aussi, ici, dans ce qu'on dit, d'être plus honnête et ils se font démolir quand même dans les commentaires. J'imagine. Faut voir sur le blog, ils prennent cher. Évidemment, mais en même temps, ils vont prendre cher de la part de qui? De gens qui, justement, en profitent de ce système, quelque part. Si, aussi. Non, pas que. Et beaucoup d'anti-corporatistes qui disent Google, ta gueule, c'est pas ton job, quoi. Ton job, c'est. Peut-être. C'est de faire du référencement et les sites t'appartiennent pas, t'as rien à dire. Oui, mais en même temps. Je vais me faire plein d'amis, mais je trouve que ça a le mérite de poser le problème et de mettre le problème sur... Ça mérite de faire le débat. Ça mérite de faire le débat et il a eu lieu également sur YouTube tout récemment avec du placement de produits de la part de gros youtubeurs qui font beaucoup de vues, etc. À quel point ils avaient une influence sur leur public, c'est gigantesque et ils prennent de l'argent pour ça. Il faut que les gens le sachent à un moment donné que si tel youtubeur boit telle boisson à tel moment, c'est pas juste parce qu'il a soif, c'est aussi parce qu'il va prendre du pognon pour le faire et que ça va c'est aussi dans le but de vous influencer dans votre consommation. C'est de la publicité. C'est de la publicité, c'est du product placement, mais si tu regardes, mais après il faut être, il faut que ce soit en relation par rapport au truc, quoi. Tu vois, si tu prends un épisode, alors je prends une série presque au hasard, un NCIS aux États-Unis, le truc, avec des flics de la Navy, blablabla, et pendant tout l'épisode, tu vas aller voir des tablettes Surface de Microsoft. Et à la fin, donc t'as quand même tapé 45 minutes de tablettes Surface, dans peut-être 30 minutes où tu les as vues sur les 45, et à la fin, sur le générique, t'as vu juste une ligne pendant un quart de seconde. Donc faut rester réaliste. Ils ont expliqué l'information, ils ont dit que c'était sponsorisé, qu'il y avait du product placement, mais ça en fait pas un tel point comme Google voudrait le faire. Non, mais on est d'accord. Tu dois avoir je te dis, ça mérite d'aller creuser et de lire ce qu'ils ont demandé à faire, parce que t'as plein de points à respecter pour le nofollow. Je trouve que c'est exagéré par rapport au contenu, quoi. Moi, je pense que s'ils le font aussi, et là, je prends pas du tout leur défense, c'est parce que quelque part, peut-être tous ces blogs, puis mis bout à bout, influencent peut-être les rankings de manière un peu erronée par rapport à la réalité des choses et que ça leur pose un problème au niveau technique. Oui, mais bon, c'est leur problème, c'est dit. C'est leur problème, c'est leur boulot. Ils sont capables de battre des gens à des jeux avec des morceaux de bois. Ils ont qu'à faire des algorithmes pour référencer correctement les sites. C'est vrai. Là, je suis tout à fait d'accord, effectivement. On va rester chez toi, Seb, pour toujours parler de Google et pour parler de Eric Schmidt, qui a dit finalement qu'un iPhone, c'était pas si mal. C'est pas vrai. Non, alors il l'a pas dit comme ça, mais c'est une photo d'un site asiatique, et donc c'est pendant effectivement le tournoi de justement cette histoire d'AlphaGo qui était en train d'essayer de battre le champion du monde, et qui l'a battu, donc on n'en parlera pas, tout le monde en a parlé, blablabla. Et donc Eric Schmidt était dans l'assistance, et Eric Schmidt faisait des photos avec son iPhone. Ça c'est bien. Et donc, c'était assez drôle. Donc, ça a fait réagir quelques personnes, évidemment, de voir l'ex-patron de Google utiliser un iPhone en public pour faire des photos. Ça fait pas mal de vannes, ça fait pas mal de trolls, ça fait rigoler. Après, si tu restes un peu honnête, c'est pas mal que même un patron à ce niveau-là essaye les produits de la concurrence pour voir ce qu'il en est. C'est pas méchant. Mais voilà, c'était drôle quand même. Effectivement, que les patrons des grosses boîtes essayent les produits de la concurrence, je pense qu'ils le font tous, mais en cachette. Ils ne le disent pas. Puis après, ils disent du mal pour se dédouaner de tout. C'est un peu ça l'idée. On quitte la lettre G.
Et si vous le permettez, je vais rajouter la lettre I, parce que je pense que j'ai mis l'eau à la bouche de tout le monde concernant Intel. On en a parlé un petit peu plus haut, remontez-y. On parlait de Nvidia, la Shield d'Nvidia, et je vous parlais pas un équivalent, mais quelque chose qui va dans le même sens, signé Intel, avec un NUC, qui s'appelle, là du coup j'ai oublié son nom, le Skull Canyon, voilà. Skull Canyon, qui est une belle bête. Qui est plutôt un produit intéressant, effectivement. Je ne sais pas si tu as les spécifications sous les yeux, toi, Marc. Moi, j'en ai quelques-unes. Alors, je les ai, mais bon, c'est de la grosse bête, c'est du... Oui. C'est du CPU dernière génération, ça monte jusqu'à 16 Go de mémoire, il peut bouffer du SSD à tous les étages. Ouais. Petite précision, il n'embarque pas de circuit graphique professionnel. Il embarque à la base un circuit Iris 580 HD, qui est ce que Intel a de mieux en stock pour l'instant. Mais conscient que pour le hardcore gamer, ça ne va pas suffire, Intel a inclus dedans un port Thunderbolt à 40 gigasecondes, qui va quand même lui permettre de se connecter à un GPU externe, comme par exemple le Razer Core ou le Asus, qui là vont lui balancer toute la puissance dont il a besoin pour... Mais évidemment, on sort beaucoup au niveau en taille et encombrement des avantages d'un NUC, parce que rappelez-vous, un NUC c'est tout petit, c'est la taille d'un boîtier de CD, même si celui-ci est un peu plus grand. Ici, ça fait 21 cm sur 13. Hein. Ça ressemble plus à une Shield qu'à un NUC, mais ça reste tout petit, quoi, effectivement. Et pour une utilisation déjà de base, et pour jouer à des petits jeux, etc., c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais on va directement refroidir un petit peu tout le monde avec la fourchette de prix. On parle de $650 pour l'instant sur une version classique, et puis il y a une version plus étendue pour à peu près $1,000, je pense. Ouais. Voilà. $1,000, vous avez effectivement 16 Go, un Core i7. De mémoire, je crois que c'était un série 67000, un vrai Core i7 avec 8 cœurs, 4 cœurs physiques, et un SSD de 512 Go, je crois. Enfin, je suis une grosse bête. Et qui est vendu la version à $650, c'est la version bare bone, hein, donc il faut encore rajouter dedans de la RAM, etc. Donc, et le système. Et le système, effectivement. Et la version à 1000, c'est avec un Windows 10, je pense, de série. Donc voilà, je voulais quand même qu'on le glisse quelque part, parce que comme j'avais lancé le truc, voilà, il fallait que ça retombe correctement. On peut passer à la lettre S. Du coup, on fait un gros son bon en avant, et je vais repasser la lettre S à Seb. Je vais y arriver. Pour parler de Monsieur Stallman. Rappelons qui est Monsieur Stallman si c'est nécessaire, Sébastien. Stallman, c'est maître FSF, donc la Free Software Foundation. C'est un homme qui vaut la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie dans une conférence, parce que c'est un homme d'opinion qui est assez assez fort et assez tranché. Hein. Il va pas... Tout le contraire de la langue de bois, hein, ça c'est clair. C'est assez incroyable. Et donc il y a quelques années, il venait souvent à Bruxelles pour défendre les brevets, donc pas pour en avoir, mais justement pour éviter qu'on en ait en Europe. Il venait au FOSDEM qui est un des plus grands salons conférences libres en Europe, hein, donc ça se fait tous les mois de février en Belgique, à Bruxelles. Le dernier est passé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, 3 semaines, je pense. C'est ça, donc mettez ça dans votre agenda pour venir l'année prochaine. Hein. Paris-Bruxelles, c'est pas si loin, et Bruxelles encore moins. Donc... Et donc il venait quasi à chaque fois, et donc on a des speeches toujours assez incroyables, parce qu'il a un charisme vraiment incroyable et des idées vraiment très arrêtées sur ce que doivent être les libertés des personnes au niveau informatique. C'est à lui qu'on doit cette fameuse analogie entre le logiciel et la recette de cuisine. Il considère que le logiciel est comme une recette de spaghetti, et que effectivement tu l'as fait, tu l'expliques à ton voisin, qui l'améliore, etc. Il dit le logiciel, ça doit être la même chose, il doit être totalement libre, tu en donnes les sources, et le monsieur qui veut l'améliorer, il en fait ce qu'il veut, qu'il donne à son voisin. Il était d'ailleurs, et je pense qu'il est toujours contre les mots de passe, par exemple. Hein. Lui voyait un Internet complètement ouvert, sans aucun mot de passe, que le mot de passe c'est la fin du web dans son esprit. Et il est très fort pour le respect de la vie privée, et ce qui en vaut effectivement sa dernière sortie, et cette fois-ci son épinglement un petit peu par certains médias, c'est que pour Richard Stallman, Facebook doit fermer.
Tout simplement, il doit disparaître et non pas par l'abandon. Enfin oui, il préférerait par l'abandon des citoyens qui deviendraient tous illuminés et comprendraient que Facebook nuit à leur vie privée et à leur liberté. Et si les citoyens ne le font pas, il considère que les gouvernements doivent s'opposer à la prolifération de Facebook et ils doivent faire fermer Facebook purement et simplement. Alors c'est une opinion qui est vraiment très personnelle à Richard Stallman, hein, parce que ça ne reflète pas heureusement la communauté libre ni le FSF, et il y a déjà eu pas mal de remous par le passé au sein de la FSF parce que Richard Stallman n'a pas sa langue dans sa poche et dit parfois des trucs qu'il dépasse un petit peu. Par le passé, il avait quand même fait des critiques au lendemain de la mort de Steve Jobs en disant qu'effectivement Steve Jobs était le pionnier de l'informatique en tant que prison rendue cool, conçue pour priver les imbéciles de leur liberté. Ouais. Et donc il dit je ne suis pas heureux qu'il soit mort, mais je suis heureux qu'il soit parti. Et donc il avait sorti toute une série de phrases comme ça, assez assassines à la mort de Steve Jobs, qui n'avait pas plu à tout le monde non plus au sein de la FSF, parce que ça n'attire pas la sympathie sur la fondation. Et ça n'apporte pas grand-chose au débat non plus, quelque part, hein, parce que ceci dit, on peut parler de Facebook 2 secondes et de ce que ça représente par rapport à la démocratie. On le voit que les jeunes générations, les plus jeunes en tout cas, refusent de plus en plus Facebook parce qu'ils ont l'impression justement de mettre trop d'informations et surtout visibles par les parents. Et donc, c'est aussi une forme de démocratie. Ils préfèrent se foutre à poil sur Snapchat. Par exemple, voilà. Où les failles de sécurité sont plus monstrueuses. Aussi, mais ça, ils ne le savent pas. Ils sont jeunes. Mais voilà, donc c'est une tendance. C'est ça que je comprends Richard sur le Richard Stallman, hein, parce que nous ne sommes pas amis à ce point-là, Richard. Ah, Richard. Tu nous écoutes, Richard. Ricky. Riton, si tu nous écoutes. Mais je le comprends sur le principe, parce qu'effectivement, il se bat contre les corporations et Facebook est vraiment l'emblème même de la corporation qui pourrait être dans les films de science-fiction les plus horribles, d'avoir toutes les infos sur toi et de pouvoir savoir quand tu dors, quand tu respires, quand tu pètes, quand t'as mal aux dents, etc. Ouais. Et ils le savent, hein, parce qu'il fait la référence sur son blog de tous les articles sur lesquels Facebook a censuré ceci, Facebook fait des études pour savoir exactement quand tu dors. Facebook le fait, Facebook a toutes ces informations, effectivement. Et donc, il y a une certaine peur et il joue là-dessus. Et je le comprends, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui sont concentrées dans la main de très peu de personnes. Donc, et il considère, je pense à juste titre aussi, que si les gouvernements laissent Facebook aller aussi librement que ce qu'on le fait maintenant, eh bien à un certain moment, les gouvernements n'auront plus le pouvoir de pouvoir contrer des sociétés comme Facebook. Alors peut-être que c'est totalement illusoire et il est totalement coupé de la réalité. Je suis pas sûr qu'il soit totalement aussi illuminé qu'on le pense là-dessus. Il y a un grand fond de vérité. Mais sa manière de le dire est toujours aussi choquante. C'est vraiment la personnalité de Richard Stallman. C'est un petit peu le plus mauvais ambassadeur de ses idées, hein, quelque part. Mais c'est vraiment, dans les articles qu'on reprend ici, on reprend des petites déclarations qu'il a faites. C'est des bribes. Hein, oui. C'est des bribes, et je vous assure que de voir une fois une conférence de ce gars pendant 1 heure, il a un charisme qui est incroyable. Tu rentres en étant le plus grand développeur de logiciels propriétaires, tu sors de là, tu es en train de mettre tout ton source sur GitHub. Hein. C'est vraiment incroyable. Il est incroyable. Il est très persuasif. Donc, Richard Stallman, Riri, si tu nous écoutes, welcome. Mais ça fait avancer l'avantage une fois de plus, même si c'est une espèce de sortie de saillie, comme ça, d'un coup, ça mérite de remettre le débat sur la table. Un des articles en dégagement de cette information que j'avais aperçu, je ne sais plus sur quel organe de presse, qui reparlait de si demain Facebook vendait nos informations, par exemple, aux assurances de soins de santé. Par exemple, on saurait par exemple tous nos petits bobos, machin, etc. Et on serait tous à des tarifs différents parce que on nous imposerait des tarifs en fonction de ce qu'on a déclaré, en gros, dans notre vie de tous les jours, comme petite maladie, petit bobo. Voilà, ça place un petit peu le décor, en quelque sorte. On passe à la lettre V, si vous voulez bien, parce qu'on va tout doucement clôturer cet épisode 72 avec Marc. V comme VR. On va parler de Sulon Q, c'est ça, hein ? C'est ça.
Sulon Q. Alors, c'est un casque VR, un de plus, allez-vous me dire, mais qui a une petite particularité. En fait, plutôt que de partir sur un modèle comme beaucoup le font maintenant, PlayStation le fait, on en parle juste après d'ailleurs, l'Oculus Rift ou bien le HTC Vive, qui sont des casques qui en fait déportent l'affichage en intégrant les capteurs, etc., gyroscopiques, mais ont toujours besoin d'avoir un PC à la patte. Ici, Sulon s'est associé avec AMD. Donc Sulon est une marque que personne ne connaissait avant, moi non plus. Et s'est associé avec AMD, qui est un peu plus connu quand même, qui, pour lancer un casque un peu particulier dans le sens où, outre la partie traditionnelle, affichage, etc., le casque embarque un PC complet. Et quand même, lourd. Quelque chose... Ça doit être lourd. Non, justement, non, c'est minuscule. Alors, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant sur les parties techniques, donc on ne sait pas trop ce que ça va embarquer, hormis que à la base, ce sera donc un CPU AMD. On imagine un truc relativement costaud. AMD, c'est quand même aujourd'hui faire des CPU qui sont relativement honnêtes par rapport à ce que fait Intel. Il y aura dedans un circuit graphique Radeon, en ex-ATI qui a été racheté par AMD il y a quelques années. Un APU, pour être précis, aussi ça parle à quelqu'un, un FX 8800P, c'est un Radeon R7, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Et alors sur les images, on voit qu'en fait le bidule, le PC, se trouve à l'arrière de la tête, à l'arrière de la sangle, et c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Donc grosso modo, vous avez juste besoin d'une alimentation, et c'est tout. Petite cerise sur le gâteau, à l'avant du boîtier qui héberge l'affichage, qui est en définition 2560-1440 avec un taux de rafraîchissement 90 Hz, donc on évite l'effet de nausée dû à une rémanence qui est trop forte. Il y a 2 petites caméras qui permettront d'interagir, donc de capturer l'environnement immédiat et d'interagir avec les mains. Ce qui manque toujours chez les concurrents. Alors, il y a également une sortie micro HDMI et 2 ports USB 3. Je suppose qu'il y en aura un qui servira pour l'alimentation. Et le truc est connectable par Wi-Fi, Bluetooth, etc. Alors, petite cerise supplémentaire, le casque ne sera pas uniquement limité à de la VR, donc la réalité virtuelle. Il pourra aussi servir, à l'instar de ce qui se fait chez Microsoft avec le HoloLens, à de la réalité augmentée. Justement, grâce aux petites caméras qui pourront retransmettre l'image environnante avec une incrustation supplémentaire. Donc c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Évidemment, pour l'instant, c'est du proto, même si le constructeur parle d'une finalisation en cours et donc d'un produit qui pourrait débarquer dans les magasins au début de l'été. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur l'autonomie hors batterie, on n'en sait pas le prix non plus, j'imagine. Le prix, on n'en sait pas plus sur l'éventuelle température de l'engin en fonctionnement. Si c'est pour vous cramer le cervelet, ça ne servira pas à grand-chose. Maintenant, l'approche est assez intéressante. Et alors, pour avoir essayé de recouper l'info sur plusieurs sites, il y a un analyste qui s'est amusé à calculer le prix de ce que pourrait coûter le bidule. On reste en dessous des $1000. C'est quand même relativement intéressant. Le concurrent direct qui est le HoloLens, justement de par cette ambivalence VR et réalité augmentée, et il est quand même actuellement aujourd'hui à $5000. Donc ce serait pour l'instant, en tout cas, en projection, l'équipement VR intégré le moins cher, quoi. Enfin, ce serait à caractéristique globale l'équipement VR le moins cher, parce qu'effectivement, tous les autres concurrents impliquent de prendre en compte les machines qui font tourner la chose. Qu'en pense Seb ? Je voudrais quand même juste, pour ceux qui n'ont pas l'image, ils ont quand même pas donné beaucoup trop d'argent aux mecs pour le design. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu sens que c'est du proto-brut. C'est plutôt c'est un objet de torture, en quelque sorte. C'est qui tâche. Oui. C'est vomitif, on va dire. Et puis il y a cette question de la connectique. Seb, tu faisais le geste pendant que Marc parlait. C'est vraiment la ligne dans le dos.
Dans la nuque. La matrice. Non, un peu à la Matrix, ouais. Donc, faudra voir aussi ce que ça va donner de ce côté-là. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'ergonomie de ces lunettes VR. Il y a du boulot. C'est qu'au niveau qualité de l'image, ça n'est pas prévu pour rivaliser avec des solutions style Oculus Rift. Ouais. Là, vous avez une carte graphique de 800 boules derrière. Ouais. Ici, voilà, c'est prévu pour être du niveau console. Ouais. Niveau console, on suppose. Flou. Quelque chose de relativement pas du ultra haut de gamme. Et donc, c'est vrai. Mauvaise langue. Oui, c'est ça. En plus, ce sera flou. Déjà que c'est moche, c'est cher, et ce sera flou. Et avec ça, on n'a pas encore la rallonge. Non, on n'a pas encore la rallonge. C'est horrible. Ok. On reste dans le domaine réalité virtuelle parce qu'il y a aussi une annonce PlayStation, le casque PlayStation VR, Marc. Ouais, le PSVR va sortir. On sort du stade de l'Arlésienne pour arriver au stade de prod. Il arrivera en octobre. Il coûtera 399 €. Il est déjà même en précommande sur Amazon pour ceux qui veulent. Donc, relativement par rapport aux concurrents, à savoir Oculus Rift, qui de mémoire était à 700 €, et le HTC Vive qui était à 900 €, je pense. 399 €, c'est relativement raisonnable. Sauf que, comme on le mentionnait juste avant avec le Sulon, il faut compter le reste, parce qu'il n'y a pas que le VR. Il faut derrière une PS4. Mmh. Et alors, la console, actuellement, elle est quand même à 349 €. Ça, c'est le package de base, avec la console, avec un disque de 500 Go et une manette. À côté de ça, il va falloir un autre accessoire optionnel, mais obligatoire, qui est la PS Caméra, qui est quand même à 60 $. Et il faudra bénéficier également de 2 contrôleurs PS Move pour pouvoir interagir dans l'espace. Donc au final, on arrive quand même à un truc qui tourne autour des 900 €. Ouais. Et donc voilà, on est avec quelque chose qui est au niveau d'un HTC Vive, qui est un peu plus cher qu'un Oculus Rift, qui est complet, mais qui est propriétaire. Oui. Parce qu'évidemment, pas question d'utiliser le casque PSVR sur autre chose qu'une PS4. Claire. Alors qu'un HTC Vive ou un Oculus Rift peuvent s'utiliser à partir du moment où vous avez une carte graphique qui tourne derrière. Oui. Donc là aussi, ce sera un système fermé un peu cher. Voilà. Enfin, vous avez le temps, d'ici à la Saint-Nicolas prochaine, vous avez le temps. Voilà. C'est quand même moins moche. Hein. C'est moins moche. C'est moins moche. Là, je te couperai pas là-dessus. C'est moins moche, mais ça reste quand même inconfortable, j'ai l'impression. Ceci dit, soyons mais ils sont tous souriants, la blonde est jolie sur les photos. Il y a plein de choses à voir sur le site officiel. Évidemment, il y a toujours, c'est toujours plein de charme. Allez, on est à la lettre W avec le fameux... Bah oui, c'est eux qui sont initiateurs de la formule, le fameux What the fuck, qui on commence avec Marc. C'est d'ailleurs Marc qui fait tout le temps. C'est tout son problème. On va d'abord parler de Tesla. Et c'est pas facile d'avoir une Tesla, il faut être gentil. Il faut être gentil avec Monsieur Musk si tu veux une Tesla. Et il y en a un qui a hélas fait l'expérience. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Alsop. C'est pas lui, hein, ça c'est... Non, ça c'est Elon Musk. Ouais. Monsieur Alsop, qui est un passionné de voitures, qui en a possédé un grand nombre, et qui notamment a un jour commandé une Tesla, et pas n'importe quoi, un modèle X. Voilà. Alors, monsieur Stuart Alsop a l'habitude de, sur son blog, faire des comptes rendus des véhicules qu'il teste, et il n'est pas toujours gentil. En fait, il est comme nous, il critique, grosso modo, il est critique. Voilà. Sauf que ça n'a pas forcément plu à Elon Musk, qui a décidé que, devant le feedback donné par monsieur Alsop sur son blog à propos de Tesla, que monsieur Alsop était un sombre con et que, du coup, sa Tesla, il pouvait se la mettre où je pense. Et donc, il a annulé la commande en disant, voilà, tu veux ta Tesla, t'arrêtes de dire du mal, tu l'auras pas. Voilà. Ce à quoi le monsieur a répondu quand même, j'ai écrit un jour un post sur une BMW X1 qui m'a dit que j'avais intitulé ma voiture me rend con. C'est pas pour autant que le patron de BMW m'a repris ma voiture. Donc, voilà, ici, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible. Alors,
Est-ce que c'est un coup de pub? Est-ce que c'est un fake? Voilà. J'ai pas trouvé d'indication que c'est un fake. J'ai trouvé plusieurs indications que ce truc s'est réellement passé. C'est bien dans le caractère du personnage de Elon Musk. C'est bien dans le caractère du personnage. Donc on sait que Elon Musk est quelqu'un qui, voilà, c'est un personnage. On le qualifie souvent du nouveau Steve Jobs avec tous les défauts qui vont avec, notamment un comportement parfois un peu edgy, voire carrément à l'ouest. Mais ça. C'est une philosophie qui m'interpelle un petit peu quand même. Voilà, tu veux quelque chose, mais tu dois être gentil. C'est ça, quoi. Si tu rentres dans une grande surface, si t'essuies pas tes pieds et que tu dis pas bonjour à toutes les caissières en rentrant, tu rentres pas. En plus, c'est assez gentil ce que le mec il disait. Il se plaignait juste que le lancement du modèle X avait pris 2 heures de retard et donc il avait attendu 2 heures comme un couillon. Oui. Et que pendant ce temps-là, il avait pas reçu à bouffer. Donc voilà, c'est juste. C'est vrai que quand on paye une somme pareille, on attend quand même quelques égards. On rappelle quand même, la modèle X, elle commence à 85 000 boules, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un petit... Au moins des petits fours, quoi. Un petit quelque chose, quoi, c'est clair. Ce n'est pas démenti par Elon Musk, en tout cas. Non. Ça a vraiment l'air d'être vrai. Non, ça a l'air vrai. Ouais. Bon, ben voilà, ça c'était le what the fuck. Mais il y a un mini what the fuck que moi je suis tombé dessus là tantôt aussi et j'ai trouvé ça génial, très honnêtement. Alors je me suis demandé si on était le 1er avril ou pas, mais quand même, on va vous expliquer. À Londres, surveillez bien les pigeons, ils peuvent avoir un sac à dos. Exact, c'est bien résumé. Et en fait, le truc est parti d'un constat totalement authentique, c'est que mesurer le niveau de pollution à Londres est quelque chose d'assez difficile. On parle de pollution de l'air. Et donc, il y a une agence qui s'appelle Digitas LBI qui a imaginé de prendre des pigeons, de leur coller effectivement un petit sac à dos, et petit sac à dos qui est la création d'une start-up française qui s'appelle Plume Labs. Et en fait, ça s'invente pas. Je sais. Et le sac, en fait, contient un capteur qui permet de mesurer le dioxyde d'azote, l'ozone et d'autres composants volatiles comme le nombre de microparticules par mètre cube. Et les informations qui sont collectées sont tweetées en temps réel. Donc les pigeons volent et tweetent via un compte Twitter. Et les trucs sont, comme ils sont géolocalisés, qu'ils embarquent un petit GPS et une carte 3G, les trucs sont directement visibles sur une carte de Londres. Et comme ça, on peut voir sur la carte quel est le niveau de pollution de l'air. Alors, ça paraît totalement improbable et complètement barré, mais c'est génial. Oui. C'est vraiment génial comme utilisation, c'est vraiment génial comme principe. Et pour une fois, on peut enfin trouver une utilité à ces saloperies de volatiles pour rien que le chier partout. Rien que ça, déjà, ce serait un bien pour l'humanité. Mais alors, bon, quand on cherche un petit peu et qu'on va sur le site de la start-up en question, enfin, partout où il y a de l'information concernant ce truc, on confirme pas vraiment l'histoire des pigeons quand même, mais ces histoires de petit objet qui est grand comme un porte-clés, en gros, et qui contrôle l'atmosphère en temps réel. Par contre, là, il y a un vrai développement en cours. Il y a d'ailleurs un site anglais de crowdfunding qui est en train de récolter des pépettes pour financer le projet à 100%. Il y a une carte d'ailleurs qui montre les endroits où ils ont déjà testé, dont Bruxelles d'ailleurs, leur système pour analyser la qualité de l'air. Et c'est vrai que c'est un procédé, mettre ça entre les pattes de tout le monde, c'est un petit clip, ça, vous pouvez le mettre à votre poche, ou, etc. Donc c'est plutôt pas mal comme idée, mais alors l'idée du pigeon porteur L'idée du pigeon, c'était un coup de pub, c'était un buzz très très bien trouvé d'ailleurs, mais qui a rapidement montré ses limites parce qu'évidemment le nombre d'appareils à mettre sur les pigeons était limité. Il y en avait 10. Et ça dépend fortement des aléas, des allées et venues des pigeons eux-mêmes. Oui. C'est ça, parce qu'en plus de ça, ce sont les pigeons voyageurs, donc ils reviennent toujours au nid. Voilà. Et donc voilà, de toute façon, c'était une expérience limitée dans le temps. Elle a duré 1 semaine, je crois, mais elle a donné des résultats suffisamment pertinents que pour justement déclencher une phase de levée de fonds. Oui. Il y a une carte, où on peut aller jeter un œil. Une carte interactive où on peut voir le niveau de qualité de l'air, même dans des petites villes belges. Il y en a un peu partout en France, en Allemagne aussi.
aussi, je pense. On peut faire du what the fuck constructif, monsieur. Voilà, exactement, et c'est plutôt pas mal. Ben voilà, on a fait le tour de l'actualité technologique, de notre actualité technologique, je le rappelle, à notre sauce. Et d'ailleurs, si vous voulez vous assurer des sources, n'hésitez pas à aller sur le site lestechno.be, parce qu'on vous les met, nos sources. En l'occurrence, elles sont disponibles, vous pouvez retracer comme ça cette actualité. Et ce qu'on rajoute, la couche d'avis, d'opinion, c'est la nôtre, elle nous est propre. C'est ce qui fait la différence avec ces sites dits professionnels qui vivent de la publicité, ce qui n'est pas notre cas. Je le rappelle au passage. Merci beaucoup Sébastien pour l'effort et pour ne pas avoir trop toussé, ça va en fait. Tu devrais faire du podcast tout le temps, tu tousserais plus. Ouais. Je coupe le micro. Ah c'est vrai, c'est ça. Merci à Marc également et on se retrouve bien entendu très bientôt. À très bientôt, salut, au revoir.